Bonsoir à tous. À la une de ce journal, le président de la République est-il en panne de solutions pour lutter contre le chômage et le sous-emploi des jeunes en l'absence d'explications claires sur sa stratégie pour la croissance et l'emploi en 2019? Paul Biya s'est appesanti dans son discours du 31 décembre sur l'accélération de l'endettement et l'épineux problème de l'immaturité des projets structurants. De tels obstacles à l'émergence économique et sociale sont évoqués dans le dossier du 20h ce jeudi. Ça chauffe dans les chaumières en République démocratique du Congo après l'élection présidentielle. L'escalade verbale entre les partisans des différents candidats et le blackout sur Internet suscite quelques inquiétudes sur les réactions à venir lors de la proclamation des résultats officiels de cette élection présidentielle. Nous ferons le point dans la page internationale du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. L'accélération de l'endettement du Cameroun et la pression des institutions financières internationales sont en train de contraindre le pays à revoir sa stratégie et son modèle de financement de l'économie. Dans son discours du 31 décembre 2018, Paul Biya reconnaît que les taux d'intérêt élevés des emprunts non concessionnels pèsent sur le service de la dette. Le président de la République s'est cependant montré évasif sur l'immaturité des projets structurants en cours et la stratégie à mettre en œuvre afin de réduire l'accélération de l'endettement et pouvoir améliorer la qualité des dépenses publiques au Cameroun. D'autres précisions avec Mitterrand Dam et Donald Brice Kamgan. 6 583 milliards de francs CFA, c'est le montant actuel de la dette publique du Cameroun. Elle est soutenable, se défend le gouvernement, position reprise par Paul Biya dans son discours du 31 décembre dernier, mais en prescrivant le recours aux prêts concessionnels, le chef de l'État reconnaît tout le mal que les prêts non concessionnels et leurs costauds taux d'intérêt ont sur le budget de l'État et les finances publiques en général. Il nous faudra désormais faire davantage appel aux institutions financières qui pratiquent des taux concessionnels plus accessibles. Une chose est de contracter des dettes, l'autre est de les utiliser. Sur ce plan, le Cameroun est un mauvais élève. La loi de règlement de 2017 récemment défendue par le ministre des Finances devant les députés révèle par exemple que 4 491 milliards de francs CFA dorment dans les caisses de l'État, faute de projets matures et prêts au financement. Le président de la République a également pointé cette plaie éternelle. D'autre part, il est inadmissible que la maturation de nos projets prenne beaucoup plus de temps que dans les pays de niveau comparable. Ces délais devront être abrégés. Les autres promesses économiques présidentielles, la mise en œuvre du plan d'industrialisation du Cameroun, la modernisation du secteur agricole. Ce sont les branches de la croissance espérées par Paul Biya après la chute vertigineuse de 2014, consécutive à la baisse du prix des matières premières. Grâce aux mesures que nous avons prises, l'économie se redresse peu à peu. Mais il nous faudra faire davantage pour rester sur la trajectoire de l'émergence. Mais Paul Biya l'a lui-même reconnu, l'embellie économique dont il rêve est de façon incontournable, dépendante de l'évolution des crises sécuritaires actuelles au Cameroun. Et en l'absence des explications claires sur sa stratégie pour la croissance et l'emploi, le président de la République reconnaît le chômage galopant et le sous-emploi des jeunes, et ils sont nombreux, ces jeunes conducteurs de mototaxi, également vendeurs à la sauvette, qui critiquent l'inertie et le manque de concrétisation des promesses de Paul Biya faites à la jeunesse depuis de nombreuses années. Ils réagissent dans ce reportage que signent François Dikoumé et Kediara. Camerounais, Pour beaucoup de jeunes rencontrés dans les rues de la capitale économique, le discours de fin d'année du président de la République pour le compte de 2018
s'apparente à un non-événement. Alors ils ont fait le choix de ne pas le suivre. J'aime pas suivre le discours du président parce que ça n'était pas utile pour moi, parce que toutefois il promet des choses qu'il ne réalise pas. Rien n'avance au fait. Bon, nous sommes toujours sur place. Moi, je n'ai pas suivi parce que c'est la même chose chaque jour et rien ne change. Donc, ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Donc, ça ne vaut pas la peine. Au-delà des mots et des promesses non tenues, ils dénoncent la non prise en compte de leurs difficultés par un président qui, en 36 années, a choisi de travailler avec des personnes âgées plutôt que de donner leur chance aux jeunes. Tout le monde est accroché à ses lèvres le 31 décembre comme s'il a dit quelque chose de nouveau. Mais rien. 15 minutes, il dit quoi? Il dit qu'au peuple. Et vraiment, c'est un peu désolant. Les jeunes ne font que croupir dans la souffrance. Il y a des jeunes diplômés et consorts, mais nos problèmes ne sont jamais résolus. Alors ils en appellent à son départ afin que les choses puissent changer et le vent enfin souffler dans leur sens. C'est le président Biya, il n'est plus convaincant, il n'est plus crédible. Pour nous les jeunes, il doit seulement démissionner et partir avec sa bande de vautours. Le mieux qu'ils démissionnent tous. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est qu'il libère. Donc qu'il laisse la chance à quelqu'un d'autre de s'exprimer. Pour ceux d'entre eux qui ont fait le choix de suivre le discours, beaucoup d'attentes non comblées, des questions sont restées sans réponse. Nous sortons d'une fin d'année avec beaucoup d'événements qui ont marqué déjà l'opinion publique. À l'instar peut-être de la canne qui nous a été enlevée. On aurait bien voulu voir les têtes de cette canne qui nous a été enlevée. Il y a eu beaucoup d'investisseurs qui sont tombés à 5 ans après cette nouvelle. Il recommande au président de la République de changer de stratégie pour le nouveau septennat afin de créer le consensus au sein de la population et de modifier l'avis de la jeunesse à son sujet. Je compte sur chacun de vous pour m'y aider. Bonne et heureuse année 2019 à vous tous. Et l'archevêque métropolitain de Douala n'est pas resté insensible à ce fléau social, à savoir le chômage, mais aussi le sous-emploi des jeunes. Monseigneur Samuel Cléda qui appelle le gouvernement à trouver des solutions concrètes et urgentes à ces problèmes qui minent au quotidien la jeunesse camerounaise confrontée à l'oisiveté, le chômage, mais aussi aux migrations clandestines, au péril de leur vie. L'archevêque métropolitain de Douala qui s'est exprimé lors d'une messe tenue le 1er janvier 2019 à l'esplanade de l'archidiocèse de Douala. Des précisions avec Innocent Abega et Jean-Paul Chouniat. Égrenant le chapelet de problèmes qui retardent le développement du Cameroun, l'archevêque métropolitain de Douala s'indigne du sort des jeunes dans les régions anglophones en conflit. Privés d'éducation depuis quelque temps, bon nombre d'entre eux ont un avenir compromis. Dans les zones de notre pays où il y a des troubles sociopolitiques, les principaux acteurs sont les jeunes. Les jeunes des 8 autres régions ne sont pas en reste, happés dans un chômage endémique, poussant les moins courageux dans les travers de la facilité, le vol, la consommation d'alcool, drogue et autres stupéfiants. Les plus consciencieux font des pieds et des mains pour survivre. Dans les grandes villes, ils font de petits métiers pour survivre. N'en pouvant plus un de ces 4 matins, d'aucuns ont tout fait de prendre les sentiers mortels du désert du Sahara et les eaux glacées de la Méditerranée au péril de leur vie, dans l'espoir de rejoindre l'Eldorado européen. Face à ce fagot de désespoir, dans un environnement sans lendemain meilleur, Samuel Cléda interpelle le gouvernement camerounais à prendre très au sérieux les maux qui minent la jeunesse. Nos dirigeants devront examiner de façon particulière la situation de la jeunesse de notre pays, faire participer la jeunesse au développement de notre pays. Par 7 ans d'échéance électorale en vue, le président de la Conférence épiscopale nationale du Cameroun demande à nos gouvernants de se remettre en cause. Ce qu'un peuple attend de ses dirigeants, c'est la justice et le droit, c'est la vérité, la prospérité. Chaque année, le nombre de chômeurs ne cesse de croître au regard d'une démographie galopante constituée à plus de 60% de la population âgés entre 20 et 40 ans. Dans le reste de l'actualité, après de multiples enquêtes et contrôles,
Les riz de marque Broly et Armanti sont de bonne qualité et propres à la consommation. C'est ce qui ressort d'une séance de travail entre le ministre du Commerce et des importateurs de ces produits agroalimentaires. Cependant, le gouvernement prévient que la vigilance sera accrue sur le marché du riz dans les toutes prochaines semaines afin de protéger les consommateurs camerounais. Des précisions avec Rodrigue Ngassi et Marcelin Gansop. Pour les responsables d'Africa Food Distribution, la qualité des riz Armanti et Broly ne souffre de rien. Ils dénoncent une campagne de sabotage orchestrée par certains concurrents. Ce serait absurde donc de notre part de mettre en péril la santé de ces populations. Je peux affirmer au regard de tout ce que nous vivons aujourd'hui qu'il s'agit d'une campagne de sabotage savamment orchestrée par des personnes tapées dans l'ombre et pour des intérêts inavoués. La séance de travail qui a duré 2 heures a consacré une bonne partie à la présentation des documents qui attestent de ce que les services compétents ont donné leur OK pour l'importation et la mise sur le marché des riz Broly et Armanti. Il s'agit des attestations de conformité avant expédition des marchandises, du certificat de conformité à la norme et du procès verbal d'inspection phytosanitaire à l'importation. Documents qui associent au contrôle et tests effectués par le Centre technique agroalimentaire donnent le feu vert aux produits querellés. Nous avons procédé aux analyses nécessaires, notamment celles physico-chimiques et celles bactériologiques. Et nous pouvons dire que au terme de ce travail fastidieux qui a été fait et surtout minutieux compte tenu du contexte, il s'est avéré que la substance, notamment la déclaration faite de l'existence du plastique dans du riz, n'était pas fondée. Donc nous pouvons dire relativement à ces riz et notamment les lots pour lesquels nous avons été saisis, c'est important de le dire, ne posaient aucun problème. Pour le ministre du Commerce, il n'existe pas d'éléments pouvant justifier le retrait du marché des riz Broly et Armanti. Naturellement, le gouvernement ne signe de chèque en blanc à personne. Le gouvernement reste vigilant et nos équipes multidisciplinaires, interministérielles, vont faire preuve de plus de vigilance encore sur le riz en particulier, mais sur tous les autres produits importés à la suite de cette alerte. Africa Food Distribution ne se reconnaît donc pas dans ces riz faits à base de matière plastique et annonce d'ailleurs une plainte contre l'homme politique Jean-Marc Ngoss et Delors Magellan Kamgen, le président de la Ligue camerounaise des consommateurs. Plainte déposée au TPI de Douala Dokoti le 2 janvier 2019 pour diffamation, fausses nouvelles et propagation de fausses nouvelles. Où en sont les projets de modernisation des filières cacao et café au Cameroun? Le gouvernement a réuni des experts à Yaoundé afin d'ébaucher des pistes de solutions pour moderniser et améliorer la productivité en cacao et café. Des détails avec Guy Zogo dans ce reportage. Et si l'augmentation de la production du cacao et du café au Cameroun passait aussi par l'apport des engrais? Du point de vue du ministère de l'Agriculture, il s'agit d'un argument fort intéressant, d'où l'attention accordée aux travaux du 4e comité de pilotage du projet d'appui à l'utilisation des engrais dans les filières cacao et café dans sa phase 2. 2018 a été une année difficile à cause du contexte que nous connaissons tous. Certains de nos bassins importants comme le sud-est et le nord-est ont été accessibles. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons pu commander un important stock d'engrais qu'on peut effectivement, en priant que la situation se stabilise, utiliser sur les vergers en cette année 2019. L'engrais est la maîtresse pièce de la caféiculture. Et sans l'engrais, on ne peut pas avoir le tonnage escompté. Donc l'engrais est indispensable pour les plantations. Après l'année 2018, marquée par l'acquisition de 84 600 litres d'engrais foliaires qui ont été utilisés pour la fertilisation de plus de 6 000 hectares de champs de cacao et de café, les objectifs de 2019 sont connus. L'année 2019 est une année importante parce que ce sera une année au cours de laquelle on va exécuter les activités qui ont été perturbées en 2018 et les activités programmées pour 2019. Sur le terrain, comme par exemple dans le Ronkam, à l'ouest du Cameroun, l'engouement pour la culture du café
est de retour. Il y a la jeunesse qui est regroupée au sein de New Generation du CICC. Le projet est en train de mettre sur pied les pépinières pour les nouvelles plantations. Je crois que d'un moment à l'autre, on pourra espérer. Mais qui dit engrais dit aussi risque sanitaire pour les utilisateurs. Des craintes qui sont temporisées par des explications. Ce n'est pas parce que ça constitue un risque qu'on ne va pas les utiliser. C'est comme les médicaments. Ce n'est pas parce que les médicaments constituent un risque qu'on va fermer les hôpitaux. Il faut respecter la prescription. Ceux qui mettent ces produits sur le marché donnent aussi des prescriptions à suivre qu'il faut rigoureusement respecter. L'ambition est donc bien réelle, celle qui espère un retour à la hausse de la production du café et du cacao au Cameroun grâce, entre autres, à l'utilisation des engrais foliaires. Ils ont été célébrés pour leur détermination à protéger et défendre l'intégrité du territoire et les populations. Ce sont les hommes en tenue qui, grâce à leur performance et leur service militaire, ont bénéficié des avancements en grade. La cérémonie s'est déroulée en début d'année 2019, notamment dans le département du Mungo. Des précisions avec Jacques Mollon, François Dikoumé et Kediara. C'est dans une très belle ambiance que les hommes en tenue du Mungo se sont réunis à Loum le 1er janvier dernier pour la traditionnelle cérémonie de port des galons. Et cette année, ce fut le tour de 10 éléments, à la fois de la gendarmerie, la marine et l'armée de terre, d'être gratifiés pour le fier service apporté à la nation au cours de leurs différentes périodes de stage. Je remercie le président de la République, ce ministre chargé de la Défense, pour ces marques de confiance. Et je veux continuer à donner le meilleur de moi-même au service de la nation, pour la paix et l'unité nationale. J'étais sur le terrain avant ces galons. Je vais encore me rendre plus sur le terrain avec ces galons pour continuer à témoigner ma satisfaction. La crise sécuritaire sévissant fortement sur le territoire camerounais, il s'agira pour ces autres hommes en tenue de se mobiliser là où besoin se fera afin que la paix revienne. Le sous-préfet de Loum, qui a présidé la cérémonie, les a appelés à redoubler d'efforts et de conscience. Je ne veux pas jouer. Vous avez suivi le président de la République concernant notamment la sécurisation des régions anglophones. Ça signifie que le travail commence parce que pour le rejoindre, il faut que la situation cesse. Il faut que la paix revienne. C'est sous des réjouissances des proches et convives et une parade militaire que se refermera la cérémonie officielle, chacun des promus devant poursuivre la fête à son domicile en compagnie de ses invités. La même ambiance a été observée à Koutaba, où des hommes en tenue ont également bénéficié de nouveaux galons à la suite des avancements en grade. Le 1er janvier 2019, compte rendu, Mama Soufor et Isabelle Carole Zoupet. Comme en début de chaque année, sur la base militaire de Koutaba, dans la région de l'Ouest, les hommes en tenue reçoivent de nouveaux galons pour le compte de l'année 2019. Au rang des promus, des soldats de rang et des sous-officiers récompensés pour leur dévouement et travail bien fait. Les galons dans l'armée, ça se mérite. Donc, j'invite tous les camarades aussi à faire travailler. C'est le bon Dieu qui nous a donné ce galon. La hiérarchie, la famille. Je remercie beaucoup ceux qui m'ont supporté pour ce galon que j'ai tant souffert. Militaires, gendarmes et éléments du troupe aéroporté, tous en service dans les différentes unités de force de l'ordre du département du Noun. Devant un parterre d'invités, une bonne poignée de militaires sont aussi décorés. Sergent-chef Tikchoua Isidore, au nom du président de la République, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous décernons la médaille de la force publique. Ces nouveaux galons et médailles interpellent ces soldats pour de nouveaux défis sécuritaires qui secouent aussi le département du Noun avec les attaques des présumés sécessionnistes enregistrées récemment à Bangoura.
Je vous le disais en titre, il y a plus d'Internet en République démocratique du Congo depuis le 31 décembre 2018, une coupure qui intervient au lendemain des élections générales dans ce pays situé dans la région des Grands Lacs. À l'heure actuelle, les dépouillements se poursuivent pour connaître celui qui va désormais succéder à Joseph Kabila à la tête de la République démocratique du Congo. Et cette coupure d'Internet laisse planer des doutes sur des manipulations des résultats de ce scrutin présidentiel. C'est en tout cas le sentiment et l'avis de certains opposants et candidats à cette élection présidentielle en République démocratique du Congo. On fait le point avec Gladys Sidier. Les autorités de Kinshasa ont dit avoir procédé à cette coupure pour éviter un soulèvement populaire. La coupure est intervenue au moment où les internautes commençaient à diffuser sur les réseaux sociaux les résultats de dépouillement de vote de certains bureaux, faisant des projections sur la victoire de leurs candidats. La décision de couper Internet intervient alors que la compilation des résultats des élections générales est en cours dans tout le pays, où règne désormais un climat de suspicion. Les candidats de l'opposition estiment que le gouvernement aurait pris cette décision pour empêcher un dépouillement en toute transparence. Oui, on comprend que l'idée c'est pour nous retarder dans la transmission des résultats. Comme ça, ainsi, ça va leur donner la chance de tripoter les élections. Cette coupure, elle est très politique, elle est liée aux manœuvres de tricherie. Malheureusement, à la date d'aujourd'hui, la saisie manuelle est privilégiée. Ce système étant coupé, aujourd'hui, les témoins sont obligés d'appeler les différents membres de la cellule électorale et de pouvoir procéder à l'encodage des données. L'opposition congolaise dénonce donc une mesure liberticide destinée à préparer un trucage massif des résultats des élections présidentielles, législatives et provinciales du 30 décembre dernier. La commission électorale prévoit de publier les résultats provisoires le 6 janvier prochain. Quel est le regard de l'Union africaine sur le déroulement de ces élections générales en République démocratique du Congo? Au-delà de quelques manquements ayant émaillé les différents scrutins, la mission d'observation électorale de l'Union africaine invite les acteurs politiques à saisir les instances compétentes et respecter les urnes et saisir les voies légales en cas de contestation. D'autres précisions avec Sylvestre Hippolyte Zangaou. Après avoir séjourné en République démocratique du Congo pour les élections qui se sont déroulées le 30 décembre dernier, la mission d'observation électorale de l'Union africaine conclut que ces élections générales constituent une étape décisive dans la consolidation de la démocratie, de la paix et de la stabilité dans le pays. La MOUA félicite le peuple congolais pour sa patience et sa détermination en vue de la tenue des élections. Elle souhaite fortement que les résultats qui seront proclamés soient conformes au vote des Congolais. Toutefois, les observateurs de l'Union africaine dans leur rapport mentionnent des manquements qui ont parfois entaché le déroulement des scrutins en RDC. Par exemple, des pertes en vie humaine déplorées dans le Sud Kivu, le dysfonctionnement de la machine à voter, la disponibilité tardive des listes électorales et des formulaires des procès-verbaux qui ont affecté le bon déroulement des opérations dans certains bureaux de vote à Kinshasa et à Kalemi. Malgré le respect de l'heure d'ouverture des bureaux de vote, les scrutins ont commencé avec un retard allant parfois jusqu'à 5 heures. Un retard dû à la mise en marche des machines à voter. Également, l'arrivée tardive du matériel électoral. Pour la mission d'observation électorale de l'Union africaine, ces incidents n'ont pas de manière globale perturbé le déroulement des scrutins. Pour les recommandations, les observateurs de l'Union africaine invitent les acteurs politiques en RDC à respecter le verdict des urnes et privilégier les voies légales en cas de contestation en vue de préserver la paix et la stabilité. À la société civile de s'impliquer davantage dans la sensibilisation des populations en vue d'affermir la culture et la participation citoyenne. Au gouvernement congolais de poursuivre ses actions politiques de concert avec les différentes parties prenantes du processus électoral. Et enfin, à la CENI, de communiquer davantage avec les acteurs politiques en vue de dissiper les doutes sur sa neutralité. Parlons à présent de la nouvelle saison de football au Cameroun. Elle démarre le 26 janvier prochain. La date est connue à l'issue d'une réunion de crise
entre la FECAFOOT, les présidents de clubs et la Ligue de football professionnel. Un consensus a été trouvé autour du maintien du nombre des clubs de football participant au championnat de première division et deuxième division. La crise concernant l'ex-secrétaire général de la LFPC et le général Pierre Semengue a également été réglée. Élisée Bokba et Ike Cyril. À tour de rôle, les présidents de clubs et le président de la Ligue de football professionnel du Cameroun arrivent au siège de la FECAFOOT à Yaoundé. Convoqué par le président de la FECAFOOT, la réunion de prise de contact vit rapidement en réunion de résolution de la crise entre les clubs et le général Pierre Semengue. En bonne place parmi les participants, Pauline Thérèse Mangele, dont la mise à la retraite a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Pour cette réunion, l'ex-secrétaire général de la LFPC représente Yaoundé Football Club, Yafoot. Après plus de 4 heures de débat, quelques résolutions sont annoncées. La date de tenue du conseil d'administration de la LFPC est fixée au 11 janvier 2019. La date de démarrage du championnat professionnel MTN Elite One est fixée au 26 ou 27 janvier 2019 et celle du championnat MTN Elite 2 fixée au 30 janvier 2019. Le nombre de clubs appelés à prendre part au championnat professionnel organisé par la LFPC pour le compte de la saison 2018-2019 reste le même que celui de la saison 2017-2018, à savoir championnat MTN Elite 1, 18 clubs, championnat MTN Elite 2, 15 clubs. Pour le démarrage de la nouvelle saison également, la FECAFOOT annonce, sans préciser le montant, une subvention spéciale, tout comme elle se satisfait de l'esprit de rassemblement qui a guidé les travaux. C'est un sentiment de très grande satisfaction qui m'anime, cette dynamique de rassemblement, de pacification, d'unité que je ne cesse de clamer haut et fort. Et je crois qu'aujourd'hui c'est un grand jour pour le nouvel exécutif que je représente. Dans le camp des protagonistes, Ligue de football professionnel et président de club, l'on affiche la même satisfaction à l'issue des travaux. Un sentiment de satisfaction parce que tout est dit et le communiqué définit tout ce qui a été dit et tout ce qui a été décidé. Satisfaction totale. Je crois que c'est tout ce que je peux vous déclarer. Le président a réussi à ramener le calme. Le président qui a placé son mandat sur le signe de la réconciliation a commencé, je crois, à réconcilier les partis. Les points de vue qui étaient assez divergents se sont rapprochés. On espère, il faut que tout le monde travaille dans ce sens. C'est le souhait de tous les acteurs. Dans tous les cas, tous les acteurs qui ont pris part à la réunion. Chacun doit mettre de l'eau dans son vin. Mais il y a eu quelque chose de fondamental, le respect de nos textes. Si la réunion de prise de contact, devenue réunion de résolution des litiges, a débouché sur une paix des braves entre les présidents de clubs et le président de la Ligue de football professionnel du Cameroun, elle a également permis la mise sur pied d'un comité ad hoc chargé de réfléchir sur les problèmes de la LFPC. Le comité sera dirigé par le premier vice-président de la FECAFOOT. Un public reportage dans ce journal. Dans le département de la Menoie, les populations de Bafoukouni ont désormais accès à l'eau potable. 2 forages sont opérationnels grâce à l'énergie photovoltaïque. Ces infrastructures sociales ont été construites sur initiative de Global Care, une ONG allemande, et Knorr-Bremse, leader mondial dans les systèmes de freinage pour l'automobile. Reportage. L'eau, c'est la vie. Au Cameroun, 90% de la population villageoise n'a pas accès à l'eau potable. Depuis la nuit des temps, cette population consomme l'eau du Marigot et de la rivière. Cette eau nous aide à faire la lessive et nous en consommons aussi malgré de nombreuses maladies. Cette eau nous sert à faire la lessive, à cuisiner, bon, parfois à boire. Comme on n'a pas le choix, on n'a pas robinet, des forages qui vont nous servir à puiser de l'eau potable. Le taux des maladies hydriques ne fait que s'accroître au sein de cette couche sociale. Pour soulager les peines des habitants d'un Koni dans le département de la Menoie, région de l'Ouest Cameroun, le groupe Knorr-Bremse, dont le siège est à Munich en Allemagne,
Leader mondial du système de transport véhicules sur rail par le canal de son ONG appelé Claude Brems Global Care à construire, équipé de forages de haute technologie avec l'énergie photovoltaïque dernière génération. Ces deux forages ont été retrocédés à la population de Koni par l'élite Kana en présence du sous-préfet de cet arrondissement et les habitants qui expriment ici leur gratitude en l'endroit du groupe Claude Brems. Une joie immense pour toute la population. C'est un cadeau précieux de fin d'année que nous venons de recevoir. Nous sommes très contents de cette eau qui est ici. Là. Nous remercions tous ceux qui ont arrangé de l'eau. Nous sommes très contents parce qu'on aura pu parcourir les kilomètres pour puiser de l'eau. Merci. Le chef d'État salue la générosité du donateur et appelle ses administrés à en faire bon usage. Nous saluons à sa juste valeur. C'est un forage à énergie photovoltaïque. Construit par les Allemands grâce à notre élite, M. Kana Romuald, qui a aussi profité de la magnanimité de son papa, M. Kana Paul, qui a gracieusement offert cet espace, qui a permis à l'exploration et à la mise en place de ce forage. Nous sommes donc très contents de ce forage qui vient à point nommé. Nous sensibilisons les populations que nous avons trouvées sur place en leur demandant de préserver cet acquis parce que c'est unique en son genre au Cameroun. Le deuxième exemple comme ça se trouve en Tanzanie. C'est une entreprise allemande qui réalise cela. Die kamerunische Behörde bedanken sich bei Knorr-Bremse, insbesondere Knorr-Bremse Global Care, für diese tolle Einrichtung. Insbesondere bedanken wir uns bei Herrn Thiele persönlich und Frau Julia Thiele-Schothoff sowie der Vorstandsvorsitzende Herrn Della. Deutschland ist mein Liebe. Ich liebe Deutschland. Le donateur relève ici le caractère social de la structure qu'il emploie. La tâche quotidienne de Knorr Brems, c'est de contribuer de manière significative à la sécurité des hommes sur les rails et les routes à l'échelle mondiale. Et bien évidemment, au niveau corporate, comme je l'ai dit tantôt, nous on a aussi une responsabilité sociale qui a pour but, par l'organisation à non-profit Global Care, d'aider là où on peut, d'aider les communautés de manière sociale, surtout lorsqu'elles sont dans le besoin, sans contrepartie. Je me dis toujours que même si on est ce qu'on est aujourd'hui, il ne faut pas perdre sa source. Ces deux forages ont une profondeur de 400 mètres, une capacité de 10 000 litres. Construits en plein carrefour où on retrouve une école primaire, un dispensaire et une église, ils peuvent soulager 30 000 personnes par jour. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Voilà, plus que 3 jours et le successeur de Joseph Kabila Kabange sera connu. Les résultats provisoires qui doivent être dévoilés par la Commission électorale nationale indépendante. Cependant, ce blackout sur l'Internet, cette escalade verbale observée entre les partisans des différents candidats suscite des inquiétudes sur les réactions à venir lors de la proclamation de ces résultats. Chaque camp qui tente déjà de s'arroger une victoire qui n'est pas encore officielle, dont les premières tendances n'ont pas encore été publiées par l'organe compétent en RDC. Voilà, c'est dans l'essentiel de Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief. Cédric, bonne soirée à vous. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain 20h. Rendez-vous demain 20h. Madame, Monsieur, dans un instant, à Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief, toujours en compagnie de nos invités.